Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'évolution du système Terre-Lune. Et en fait, j'aime beaucoup ce travail parce que, en fait, il s'est fait au cours d'une dizaine d'années, même plus, en construisant toutes les briques nécessaires à ce problème complexe. Et cela s'est fait avec plusieurs de mes étudiants en thèse. Vous voyez, ils ont passé leur thèse en 2010, Gwenaël El-Boué 2016, donc tous les 6 ans, et Mohamed Fared 2022. Les 2 premiers ont maintenant des postes permanents dans mon équipe. Et donc, on a là une équipe qui a construit vraiment les briques nécessaires à ce travail qui s'est concrétisé dans la thèse de Mohamed Fared. Je dois dire d'ailleurs que Mohamed a reçu à la fois le prix Astronomie et Astrophysique de thèse 2024 et le prix de l'Union astronomique internationale 2024 pour ce travail de thèse. La première chose à comprendre, c'est ce que vous connaissez tous. Vous connaissez la Lune, vous l'avez vue, normalement. Les gens qui sont ici l'ont vue. Ils ne peuvent pas juste dire « j'en ai entendu parler ». Et vous savez que la Lune nous présente toujours la même face à la Terre, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne tourne pas. La Lune, dans cette petite animation, on voit bien la Lune présente la même face à la Terre et elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de la Terre. Le problème, c'est de comprendre pourquoi, déjà, elle présente toujours la même face à la Terre. Et ceci, c'est dû aux effets de marée. Les marées, vous les connaissez bien. Vous savez qu'en la plupart des endroits dans le globe, on a 2 marées par jour. Et comme ici, on a la marée basse et la marée haute. Et ceci est dû à l'attraction de la Lune sur la Terre, qui va déformer en fait la Terre et les océans dans la direction de la Lune, en créant un bourrelet. Et quand la Terre tourne, le bourrelet est à peu près dans la direction de la Lune. Quand la Terre tourne, un point du globe rencontre les 2 bourrelets, donc 2 marées par jour. En fait, il y a un petit décalage entre le bourrelet et la direction de la Lune. Et ça, c'est parce que aussi bien l'océan que la Terre solide n'est pas complètement fluide, et donc la rotation entraîne le bourrelet un petit peu en avant. En fait, ça, c'est à peu près 10 minutes en temps par rapport à 24 heures. Et le premier à avoir vraiment compris cela, c'est George Darwin, un fils de Charles Darwin. Il a compris ça dans les années 1879. Et il écrit aussi que l'effet de cette force, vous voyez, il y a une force de rappel là, qui va ralentir la rotation de la Terre, et en même temps, ça va éloigner la Lune. L'effet de cette force est de faire s'éloigner la Lune de la Terre et de diminuer la vitesse de rotation de la Terre. Donc Darwin comprend très bien ce problème, et il se dit, justement, la Lune s'est progressivement éloignée de la Terre, et avant, elle était plus proche de la Terre. Ça, c'est 1879. Il faut maintenant essayer d'estimer à quelle vitesse la Lune s'éloigne de la Terre. Alors pour ça, on avait dans les années au début du siècle une méthode pour le faire, c'est l'analyse des éclipses anciennes. Et ça a été fait de manière explicite par ce travail de Spencer John en 1939. Quelle est la méthode utilisée ? La méthode utilisée, c'est en fait, les éclipses fournissent, vous comprenez, on n'a pas, si on regarde des éclipses anciennes, on regarde quelque chose ici, par exemple, là c'est en 136 avant Jésus-Christ, on ne pouvait pas espérer avoir des instruments très sophistiqués. Mais la trace de l'éclipse fournit une donnée extrêmement précise. Voici ici la trace calculée de
du passage du cône d'ombre pour cette éclipse du 15 avril 1936. On peut la calculer en arrière. Et on voit qu'elle passe dans le nord elle passe au Maroc et dans le sud de la France. Mais, et ça, c'est quand on ne tient pas compte des effets de marée. Mais où est passée l'éclipse? L'éclipse est passée à Babylone. Donc, même si vous n'avez pas un instrument très précis, vous êtes capable de différencier un point ici de Babylone. À Babylone, les gens ont dit « on a vu l'éclipse », et dans le sud de la France, ils ont dit « personne n'a rien vu, donc personne n'a rien écrit ». Et alors vous voyez bien, si je fais tourner la Terre moins vite, eh bien, je vais peut-être tomber sur Babylone. Et c'est effectivement ce qu'on obtient si on introduit les effets de marée qu'on connaît bien maintenant. Si je les mets en place, je prends les éphémérides là, de l'IMCCE avec le prédicteur d'éclipse pour n'importe quelle éclipse du passé ou du futur, et je trouve que je tombe bien exactement sur Babylone. Donc vous voyez, on a là, vous calculez la différence, vous savez de combien il faut changer la vitesse de rotation de la Terre pour une durée de 2000 ans, quoi, à peu près. Donc ça permet déjà d'avoir une estimation précise de cet effet de marée. Et le problème est que si on prend, c'est même pas un problème, si je prends maintenant, j'ai estimé à quelle vitesse s'éloigne la Terre, la Lune, je le mets cette valeur dans le modèle de Darwin et je calcule la trajectoire passée de la Lune. Voici la trajectoire passée de la Lune. On trouve que ici la distance Terre-Lune en rayons terrestres, aujourd'hui 60 rayons terrestres, eh bien quand je vais dans le passé, la distance diminue. Et en fait, cette diminution, elle varie comme l'inverse de la distance Terre-Lune puissance 6. Donc dès qu'on se rapproche un petit peu, ça va très très vite. C'est ce qui se passe ici, c'est quasiment vertical, et on aboutit à une collision de la Lune avec la Terre, à peu près 1,2 milliard, 1,3 milliard. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut une chose très simple, c'est que l'âge de la Lune est de 1,3 milliard années. Il y a 1,3 milliard années, la Lune se trouvait à la place de la Terre, et donc on a trouvé comme ça l'âge de la Lune. C'est ce qui a été fait. Ici, vous avez tout un tas d'estimations, alors ce n'est pas 1,4 milliard, c'est 1,5 milliard, qui ont été faites par McDonald, Gerstenkorn dans les années 60, où on estimait l'âge de la Lune par cette méthode. On obtenait, des fois, des modèles un peu différents, on pouvait obtenir 2 milliards, mais en gros, les modèles les plus récents, ça donnait ces valeurs-là. Très bien. On avait trouvé comme ça l'âge de la Lune. Le seul problème, ou pas le seul, mais il y a un problème qui est arrivé en 1969. En 1969, on envoie des astronautes sur la Lune, et ces astronautes vont ramener 380 kilos de cailloux. C'est ce qui a été expliqué par Brigitte hier. Et grâce à ces cailloux et aux analyses isotopiques des cailloux, eh bien, on détermine l'âge de la Lune de manière extrêmement précise et on obtient 4 milliards 425. Pas du tout le 1,5 milliard qu'on pensait trouver avant. Donc ça, c'est un très gros changement. Et vous voyez que là, autant là, il y avait une grande variété de mesures. Maintenant, à partir de cette analyse des échantillons lunaires, tout le monde était d'accord et tout le monde a trouvé toujours les mêmes valeurs. Et donc, on obtient 4 milliards 4. Et là, du coup, on a un très gros problème parce que ça ne va plus du tout avec le modèle de dissipation de Darwin de tout à l'heure. Autre chose qui a été fait par les missions Apollo, ça a été de déposer à la surface de la Lune des réflecteurs laser. Il y a plusieurs réflecteurs qui ont été déposés à la fois par les missions Apollo et aussi par les missions russes automatiques Lunokhod. Ces réflecteurs laser
permettent de mesurer la distance Terre-Lune de manière très précise, au centimètre près. Donc on mesure, depuis 50 ans, on mesure la distance Terre-Lune au centimètre près. Et vous voyez ici, ça c'est les résidus entre nos éphémérides planétaires et lunaires INPOP. Et puis ces données laser-lune, on a des résidus du genre 1,7 cm, avec en particulier les tirs laser effectués en France à Grasse. Et on obtient une mesure très précise de l'éloignement de la Lune de 3,8 cm par an. Donc, maintenant, c'est ce modèle qui pose problème. Ce modèle qui est fait, ici ça a été fait avec justement cet éloignement de 3,8 cm par an, très précis. On a calculé dans le passé, on obtient 1,4 milliard, et ça ne va plus du tout avec l'âge de la Lune. Donc la première chose, c'est on se dit, ah oui, mais bon, il faut se rendre à l'évidence, la dissipation de marée dans le passé a dû être plus petite. Elle a dû être 3 fois plus petite, mais on ne sait pas pourquoi. Alors on peut essayer de chercher d'autres indices. On peut prendre d'autres indices, on peut se dire, tiens, regardons les indices géologiques de la rotation passée de la Terre, qui vont donner aussi des indications de la distance Terre-Lune. Alors on a un certain nombre d'indicateurs ici qui viennent de la pousse des coraux, des stromatolites, de différents dépôts. Je ne vais pas en parler beaucoup, tout ça, et indique plus ou moins, il y a une tendance qui dit que dans le passé, si on va dans le passé, l'âge de la durée du jour était plus courte. Donc la Terre a bien ralenti. Mais toutes ces mesures sont entachées de pas mal d'erreurs et c'est difficile de s'y référer complètement strictement. On peut quand même, ça a été fait par George Williams ici, se demander, tiens, je pourrais essayer d'ajuster le modèle de Darwin à ces données géologiques, quitte à changer la valeur actuelle, mais bon, voir un peu au moins ce que ça donne. Et vous voyez, quel que soit... Si on prend ces données-là, on obtient 2 milliards. Si on prend celle-là, on obtient 3 milliards. Si on prend cette donnée géologique, on est dans les choux. Donc, il n'y a rien qui marche. D'où gros problème. En fait, un élément de réponse est venu en 1980 à travers un travail de Webb, ici, John Webb, qui a considéré non pas une Terre solide, mais une Terre avec une moitié de continent et une moitié d'océan. Et alors, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut étudier la circulation océanique. Et ce qu'on trouve, c'est que l'océan, lui, ne répond pas. Déjà, une bonne partie de la dissipation se fait dans les océans, les 9/10 essentiellement. Et en plus, la dissipation dans les océans va varier en fonction de la rotation de la planète. Et ce que Webb a trouvé, c'est qu'il y avait des résonances entre les modes propres de l'océan et la rotation de la planète, la vitesse de rotation de la planète, qui fait qu'à ces moments de résonance, la dissipation est beaucoup plus forte. Et nous sommes actuellement près d'une résonance. Dans le passé, la dissipation ici était plus faible. Donc, ça va bien dans le sens de ce qu'on aimerait comprendre, trouver. C'est ce qu'a fait Webb, mais Webb n'est pas allé jusqu'au bout. En gros, il a donné quelques solutions, mais vous voyez, ces solutions, des fois, elles tapent trop loin, des fois, elles tapent trop près, et on n'a pas un accord avec l'âge de la Lune et la dissipation actuelle observée. Ça, c'était 1980. Alors c'est un problème qui pendant longtemps est resté un petit peu dans les limbes. Et puis, juste quand je proposais à mon étudiant de s'en préoccuper, en fait, il y a plusieurs travaux qui ont été publiés, donc dans les années toutes récentes, aussi bien avec des attaques, vous voyez, c'est 2021, aussi bien avec des analyses semi-analytiques, comme le modèle de Webb. Et que faisaient ces travaux ? Ils essayaient de coller aux données. Vous voyez, ils essayaient de passer à travers sur des modèles qui collent aux données. Et bon, ça tombe dans les choux. On n'est pas du tout à 4,4 milliards. Là, ça va continuer. On est encore très loin ici
de la Terre à cette période-là. Aussi des modèles purement numériques, pareil, des travaux très récents, comme ici 2021. Et là, c'est pareil, ils essayent de coller aux données. Et ils tombent dans les choux, pareil, ça reste, là, vous voyez, on est encore à 45 rayons terrestres, alors qu'on est arrivé à 4,5 milliards. Donc, ça n'allait pas du tout. Nous, on a pris une attitude différente. En fait, on a voulu faire un modèle semi-analytique de la dissipation du système Terre-Lune, parce que l'intérêt de ces modèles, c'est qu'on peut comprendre ce qui se passe par rapport à un gros modèle numérique. Donc l'idée, c'est de se faire... la première idée, c'est... Moi, je connais bien les géologues, j'ai interagi depuis 30 ans avec eux, je connais bien les données géologiques, et donc la première idée a été de surtout ne pas tenir compte des données géologiques. Parce que on ne pouvait pas savoir, on ne voulait pas avoir d'arguments circulaires. Et on ne pouvait pas savoir lesquelles étaient bonnes, lesquelles n'étaient pas bonnes. Donc on va essayer en un premier temps de voir ce qu'on peut faire en se passant des données géologiques. On va faire un modèle aussi simple que possible, mais pas trop, hein, c'est pratique classique. On va avoir un nombre minimal de paramètres, ici ce sera 2. Et pourquoi on est content d'avoir un modèle à 2 paramètres? Eh bien, tout simplement parce qu'on va uniquement se baser sur ce qu'on connaît de mieux et sur ce dont on est sûr dans le système Terre-Lune. Et ça, je pense que maintenant vous le savez, ces 2 paramètres sont la dissipation actuelle, les 3,8 cm par an, mesurée par le laser Lune depuis 50 ans, et l'âge de la Lune mesuré grâce au retour des échantillons lunaires. Donc, on a 2 paramètres et on va s'ajuster sur 2 données précises. On rajoute quand même quelques éléments qu'on rentre, hein, pas de manière forcée, pour des choses qu'on connaît, comme la tectonique des plaques dans le dernier milliard d'années. Donc on va faire un modèle comme celui de Webb, avec une Terre séparée entre un continent et un océan hémisphérique, mais cette Terre évolue de manière moyenne, comme l'évolution connue des continents. On sait aussi que la Terre n'a pas toujours eu des continents. Initialement, c'était en fait une Terre-océan, et on a une croissance des continents. On sait qu'aujourd'hui, on a les continents qu'on connaît, mais vous voyez, les différents scénarios pour passer de ce point-là où il n'y a que de l'eau à ce point-là où il y a les continents qu'on connaît sont très variés. Donc, on va quand même prendre ça en compte. On va commencer par une Terre qui est un océan global. Terre avec un océan global, avec 2 paramètres. Donc, un des paramètres, c'est la profondeur de l'océan, et l'autre paramètre, c'est l'efficacité de la dissipation dans le fond des océans. L'efficacité de la dissipation dans le fond des océans se traduit par un seul paramètre, ce paramètre de Rayleigh, sigma R. À un moment donné, on switch à un modèle avec une moitié de continent, une moitié d'océan, et les mêmes paramètres, la profondeur océanique. Alors là, la profondeur, on garde le même volume d'eau, donc on va doubler la profondeur océanique, et pareil, le paramètre de dissipation au fond des océans. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces modèles? Quand on regarde ces modèles, on a la même chose que ce qu'observait Webb, c'est-à-dire on a des résonances, ça c'est la dissipation. Vous voyez que ça c'est la vitesse de rotation de la Terre, la ligne là c'est la vitesse actuelle, et on est proche d'une résonance, ici en rouge, et vous voyez il y a d'autres résonances. Dans le passé, en gros, on va se balader entre 1 et 2, là c'est déjà une vitesse de rotation doublée. Mais on va... alors là, c'est pour la courbe rouge, c'est un océan global. Et la courbe, dès qu'on met le continent, on a beaucoup plus d'harmoniques, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a ce modèle.
qui est complexe, mais on sait le faire évoluer. Et on va ajuster ce modèle aux observations. Les observations, je vous rappelle, on en a deux. Hein, on a un modèle à 2 paramètres et on a 2 observations. Alors les observations, je vous le rappelle quand même si vous le savez tous déjà, hein, c'est la vitesse à laquelle la Lune s'éloigne aujourd'hui, 3,8 cm par an, et l'âge de la Lune, 4 milliards 4 années. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mes 2 paramètres, la profondeur océanique, que je fais varier de 1000 mètres à 6000 mètres, et le facteur de dissipation, là, le sigma R, qui traduit. Et je cherche, pour chaque point ici, donc chacune des valeurs de mes paramètres, je fais évoluer le modèle, et je regarde à quel point la solution se rapproche de ce que je veux, c'est-à-dire de l'âge de la Lune, et j'écris, je traduis ça par une couleur. Et en gros, quand c'est rouge, on est loin, quand c'est bleu, on est tout près. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette petite zone qui donne un point bleu où on est tout près. Qui correspond à quoi? Eh bien, qui correspond à ces valeurs-là. On a une profondeur océanique de 4,6 km, et puis, ça c'est le paramètre de Rayleigh en 10-5, 0,64. Alors 4,6 km, c'est bien parce que ça correspond, si on regarde le volume océanique, ça correspond. Là, on a 1,19 10 puissance 10 mètres cubes. Le véritable volume océanique, c'est 1,33. Donc, c'est très réaliste dans ce modèle. Et vous voyez qu'on est arrivé à 3,8 cm de 9 par an au lieu de 3,8 cm 3 pour l'éloignement de la Lune et 4 milliards 43 au lieu de 4 milliards 42 5 pour l'âge de la Lune. Donc, on est extrêmement proche. Et ça a été une surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'avec un modèle si simple, on tombe du premier coup. Nous, c'était plutôt, on se dit, tiens, on démarre avec le modèle le plus simple et on verra après s'il faut rajouter des choses pour arriver à avoir les bonnes valeurs de l'âge de la Lune et de la dissipation. Et là, on se rend compte que du premier coup, on y arrive. À la limite, on s'est dit, c'est peut-être trop simple. Peut-être qu'avec des modèles encore plus simples, on y arriverait. Donc on a quand même regardé si on prenait un océan global. Ici, on prend un océan global, on fait la même chose, on fait varier la profondeur océanique, on fait varier le paramètre de dissipation, et on arrive effectivement à trouver des valeurs. Alors vous voyez ici, la hauteur d'eau, elle est 2 fois moins grosse à peu près que celle-là, tout simplement parce que là, l'océan est global, on aboutit à des volumes d'eau à peu près équivalents, et là, on arrive à 383,3 et 422, donc on arrive aussi très proche. Donc finalement, ce modèle global océanique, il a l'air comme ça d'être presque aussi bon que le modèle plus compliqué qu'on a fait. Mais le résidu est un peu plus gros, mais bon, on aurait trouvé celui-là, on s'en serait contenté. Hein. C'est déjà extraordinaire par rapport à tout ce qui s'était fait avant. Juste, les gens n'avaient pas cherché de manière exhaustive tous les paramètres possibles. Alors là... Et puis ça, c'est une solution mixte du genre de celle de Webb. Une fois qu'on a ça, on se dit, là, on a 3 modèles, dont celui qu'on préfère, qui est celui-là, qu'on a construit quand même à la sueur de notre front. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a des modèles qui collent tous très bien aux 2 contraintes qu'on s'est données. Donc on va quand même les tester. Donc là, quand même, à ce moment-là, je me rappelle quand même que j'ai des collègues géologues qui ne font pas n'importe quoi. Et là, on va regarder les données géologiques. Alors, on ne va quand même pas regarder toutes les données géologiques. On va regarder les données géologiques qui paraissent être les plus fiables. Première donnée géologique, ce sont des dépôts. Des dépôts ici de marées, c'est des dépôts en fait qui se font quand une rivière se jette dans la mer. On va avoir, suivant les marées, on va avoir dépôts de grains gros quand on a un flot qui coule, et puis quand la marée est étale, on a des dépôts de grains fins.
Et on va avoir des couches comme ça successives qui sont associées au dépôt de marée, et donc leur amplitude va dépendre de l'amplitude des marées, et ceci permet, normalement, hein, si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça permettrait de retrouver le jour lunaire, le mois lunaire, l'année tropique et la période du nœud. C'est comme ça que ça a été vendu, et bon, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus. Donc, je regarde les plus symboliques de ces données. La formation Elatina en Australie, il y a 620 millions d'années, hein, qui donne ce point-ci. Alors, vous voyez quand même, il y a 2 points pour la même formation. C'est parce que là, c'est la même équipe qui a fait 2 manières différentes. Ils trouvent 2 valeurs différentes. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, il y a cette formation Wili Wuli en Australie aussi, à 2,4 milliards. Là, pareil, la même formation. Ça, c'est 2 équipes différentes qui ont trouvé des valeurs différentes. Donc, vous voyez, il n'y a pas tellement... on trouve des valeurs, mais il n'y a pas tout à fait consensus. C'est aussi ça qui faisait ne pas vraiment vouloir d'emblée utiliser ces données géologiques a priori. Autre type de données géologiques, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Le principe du forçage est dû au mouvement des planètes. Vous avez les planètes, ça c'est les orbites des planètes, qui bougent à cause de leur perturbation mutuelle. Et vous avez ici l'orbite de la Terre qui va bouger, l'excentricité va bouger, le plan de l'orbite va bouger, tout ça, ça bouge. Hein, et donc là, c'est le temps en milliers d'années. Hein, là, il y a 500 000 ans qui se sont passés. Donc l'orbite de la Terre bouge, se déforme, et puis aussi, on a la précession de l'axe de la Terre. Et la précession de l'axe de la Terre, elle dépend de la distance Terre-Lune. Plus la Lune est proche de la Terre, plus on va précesser vite. Donc, ces 2 éléments vont changer l'insolation à la surface de la Terre. Si je regarde l'insolation à la surface de la Terre, on va avoir une oscillation rapide qui est due à la précession de l'axe de la Terre, et puis son enveloppe, c'est la variation d'excentricité de l'orbite de la Terre. On a donc cette variation climatique qui est due aux perturbations planétaires et à la précession de l'axe de la Terre, et ceci entraîne des variations climatiques à la surface de la Terre. Ces variations d'insolation entraînent des variations climatiques à la surface de la Terre, et ça va se traduire par des variations dans les sédiments marins qui sont déposés au fond des océans. Maintenant, on fait des forages avec des bateaux foreurs comme ça. Ces bateaux foreurs sont extraordinaires, hein. Ils se placent à des profondeurs très grandes, du genre 3 km de profondeur, et ils vont faire un forage d'1 kilomètre de profondeur. Et récupèrent après toutes ces carottes ici coupées en morceaux de 1,50 m, hein, 1 km coupé en morceaux d'1,50 m. Et si on regarde ces sédiments, juste par leur couleur, vous prenez leur couleur, vous voyez, ils ont été mis ensemble, là, bout à bout, et en fait, vous avez des parties sombres et des parties claires, et les parties sombres, elles s'alignent parfaitement avec les minimums d'insolation. Ici, ça, c'est la courbe d'insolation calculée. Cette courbe-là ne dépend que de la mécanique céleste. C'est le mouvement des planètes qui perturbe l'orbite de la Terre, plus la précession de l'axe de la Terre. Et donc, vous voyez cette parfaite correspondance. Donc, s'il y a une correspondance parfaite comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va utiliser les données géologiques pour retrouver la vitesse de précession de l'axe de la Terre. On va caler le tout avec l'excentricité et retrouver la vitesse de précession de l'axe de la Terre. Et ça a commencé à être fait relativement récemment, de manière systématique. En particulier, ici, vous voyez, c'est 2018, hein, c'est très récent. Dans une formation en Chine, la Xiaomaling, il y a 1,4 milliard. Donc ça, c'est ce point-ci, ici. Et puis aussi des travaux qui arrivaient vraiment en même temps que nous, on faisait notre modèle d'évolution Terre-Lune. Ce point-ci, en Australie, a une date assez ancienne, 2,4 milliards. Et en plus, on connaît les gens qui ont fait ça, c'est des gens très sérieux, donc c'est des travaux bien faits. Donc on croit assez à ces points, a priori, plutôt à ce point-là qu'à
ces données de la même date, mais beaucoup plus incertaines. Et puis, on va comparer. Je prends le modèle océan global. Alors, il arrive bien à la date de l'âge de la Lune, et comment il passe par les données, on regarde. Le modèle de Webb, ça colle moins bien. Et puis notre modèle, voilà. Donc, et le modèle n'a pas été ajusté aux données. Le modèle a été calculé de manière totalement indépendante. Donc en fait, quand on a vu ça, quand nos collègues hollandais nous ont envoyé leurs points ici et qu'on a vu qu'ils tombaient juste sur la courbe, j'avoue qu'on était très surpris, positivement, mais très contents à la limite, et aussi était très content. Et voilà, donc vous voyez l'évolution. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a des marches dans cette courbe d'évolution de la distance Terre-Lune. Ces marches correspondent aux résonances qui amplifient la dissipation. Donc là, on dissipe beaucoup, après on dissipe moins, on dissipe beaucoup, c'est cette dernière résonance qui est ici. Donc on a des moments où on n'a pas du tout, comme dans les anciens modèles, des évolutions constantes. On a quelque chose plus en escalier. Ça a été publié en fin 2022. Et vous voyez, là, on avait en gros 3 points. On avait essentiellement ce point-là et ce point-là de données précises. Alors, depuis, disons que ceci, là, c'est la distance Terre-Lune, mais on peut le traduire aussi en durée du jour. Là, c'est la traduction en durée du jour. Vous avez le temps ici en milliards d'années. Et vous avez l'évolution de la durée du jour, vous voyez, qui diminue quand vous allez dans le passé. Par exemple, il y a 1 milliard d'années, la durée du jour était de 19h.5. Depuis la publication de ce papier, en fait, ce papier a vraiment motivé énormément les géologues. C'est-à-dire que tout d'un coup, disons que ça venait dire beaucoup de choses. Ça venait dire que ce que faisaient les géologues n'avait pas l'air d'être complètement stupide. En gros, donc ça venait complètement confirmer les méthodes utilisées par les géologues. Et ça venait donner aussi, pour la première fois, un scénario cohérent pour l'évolution du système Terre-Lune, où se référer et auquel les géologues pouvaient comparer leurs données. Et en fait, en très peu de temps, il y a eu beaucoup d'analyses complémentaires. Ça a suscité donc là, c'était déjà l'année d'après. Donc vous voyez, il y a eu tous les points rouges plus ce point-là. Ça, c'est un travail avec un collègue allemand ici. Et ce point ici, qui viennent compléter. Et puis, en fait, je vais vous montrer là les résultats d'un papier qui est le résultat d'un travail d'un géologue qui a passé l'année dans notre labo, parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec les géologues sur ces données. Donc, et qui vient juste de paraître. Vous voyez, ça date du 6 août. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous donne pas des nouvelles fraîches. Et ça ne va pas être la seule nouvelle fraîche que vous aurez dans cette séance. Le 6 août, qu'est-ce qu'on publie là? C'est le travail en grande partie de collègues chinois, plus donc les collègues du labo, dans lequel donc He Wang a travaillé ici pendant l'année. Et donc, c'est tous ces points rouges qui arrivent en plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est la confirmation de cette marche. On voit qu'on a ce plateau. Peut-être que le modèle sera affiné, que des petites choses vont se décaler, mais là, ça montre bien la cohérence globale du système. Et vous voyez, ça, c'est des modèles qui se faisaient avant, ces modèles publiés en 2021, ou bien celui-là aussi publié en 2021. Vous voyez que là, on a un bien meilleur accord avec tout ce qui se fait, sans s'être ajusté du tout à ces données. Encore une fois, c'est ça l'important. Donc là, on pourrait c'est
c'est fantastique. On a pour la première fois un modèle cohérent d'évolution du système Terre-Lune qui repose sur des bases physiques et qui s'ajuste parfaitement aux données qu'on va continuer de collecter. Je sais, j'ai déjà connaissance d'un papier que je ne peux pas là vous montrer parce qu'il est encore sous embargo et c'est pas... Donc, il sera publié dans le mois qui vient encore conforter ces données. Donc, on peut se dire on a vraiment quelque chose de solide. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que l'année dernière, on a eu publication dans 2 journaux, disons fancy, des journaux genre Science Advance et Nature Geoscience, 2 papiers qui allaient un peu à l'encontre de notre modèle, en un certain sens. Et c'est par rapport à un problème ancien, qui est le blocage de la durée du jour au Précambrien par les marées thermiques atmosphériques. Alors vous allez vous dire, oh là 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 là, je ne connais pas trois des mots de ce qui est écrit dans ce titre-là, mais je vais vous l'expliquer. En gros, l'idée, c'est que, à cause de ces marées thermiques atmosphériques, la rotation de la Terre, elle ne s'est pas arrêtée, mais la vitesse de rotation s'est arrêtée. Donc, au lieu d'avoir une courbe qui décroît tout le temps, on a eu un plateau. Et ça, c'est une idée qui avait été avancée par Kevin Zanley en 1987, juste après sa thèse. Alors, dans ce travail, donc déjà, je vais expliquer ce que c'est que les marées thermiques atmosphériques. Voilà. Les marées, ça, je vous ai expliqué les marées solides. Vous avez ce bourrelet qui est dû à l'attraction de la Lune et qui est un peu décalé à cause de la rotation de la Terre, qui fait ralentir la Terre et éloigner la Lune. Les marées thermiques atmosphériques, elles sont dues à un autre phénomène. Le Soleil chauffe l'atmosphère de la planète, donc on agite les molécules d'air ici. Du coup, on va avoir une redistribution de la masse de l'atmosphère en une composante qui va derrière et puis un bourrelet perpendiculaire. Ce bourrelet perpendiculaire, comme ici, avec la rotation rapide de la planète, il va être un peu décalé par rapport à la perpendiculaire à la direction du Soleil et il va être, maintenant on voit que c'est un couple accélérateur. On a un couple accélérateur dû à ce bourrelet. Donc ces marées thermiques atmosphériques vont à l'encontre des marées solides. Actuellement, ces marées thermiques atmosphériques pour la Terre, c'est 6% de l'effet de marée. Donc, ce n'est pas gros. Mais l'idée de Kevin Zanley, c'est que dans le passé, en fait, les marées solides et océaniques étaient plus faibles. Et en plus, il existe dans ces marées thermiques atmosphériques une résonance pour une certaine vitesse de rotation de la Terre. Et cette résonance amplifie la marée thermique atmosphérique. D'où l'idée qu'à un moment dans le passé, les deux aient pu s'équilibrer. Dans ce cas-là, on bloque la rotation de la Terre et on n'avance plus. Donc voilà le scénario. On a la durée du jour qui est bloquée pendant plus d'1 milliard d'années, même dans le papier initial, pendant plusieurs milliards d'années. Alors ça, c'était aussi parce qu'à l'époque, on n'arrivait pas à coller avec les données géologiques. Alors tout ça, c'est resté très longtemps sans être vraiment étudié. Et puis, ça a été repris en 2016 par Bartlett et Stevenson, qui ont refait une analyse là-dessus. Et puis, surtout, dans les papiers que je vous présente de l'année dernière, premier papier donc, dans Nature Geoscience, et qui est plutôt un papier géologue, avec la prise en compte de toutes les données géologiques qui pouvaient exister. Et puis, que font les auteurs? Ils disent, Mitchell et Kirchner, ils disent, je regarde un peu les pentes, et puis là, je vois, j'ai un plateau. J'ai plutôt un plateau, donc là, ça irait dans le sens d'un arrêt de la rotation de la Terre dans le dernier milliard d'années, enfin, pendant une durée d'1 milliard d'années, entre 1 milliard et 2 milliards. Bon, quand on a, en fait,
nous, quand on a vu ce papier, on a tout de suite regardé. Et voilà ce que donne notre solution. Notre solution, elle passe par ces données comme ceci. Donc si vous voyez ça, il n'y a vraiment que ces données qui posent problème. D'où l'idée, qu'est-ce que c'est que ces données? Ces données, en fait, elles sont dues à Panella en 1972, et ce sont des données de croissance de stromatolites. Les stromatolites, c'est des organismes très anciens et donc ils croissent en couches comme ça. Et l'idée, c'est de retrouver dans ces couches la durée du jour, le nombre de jours dans l'année. Le seul problème, c'est que de l'avis de tous les spécialistes, ce comptage de couches est très incertain. Et de l'avis de Panella lui-même, le problème principal des stromatolites est l'incomplétude des séries. C'est ce qu'il dit lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ces couches, on peut en avoir qui se forment, et puis dès qu'ils s'en vont, parce qu'elles sont balayées par un ouragan ou n'importe quoi. Et donc, on a plutôt une limite supérieure que... On a compté des couches, mais on en a peut-être raté tout un tas. Donc l'idée, c'est plutôt que non pas que la durée du jour était de 19 heures, mais était plus petite que 19 heures. Et si on dit ça, ça change tout. Mais alors qu'on regardait ce papier et qu'on essayait de faire... en fait, parce qu'en même temps, on faisait nous-mêmes un travail sur les marées thermiques atmosphériques qu'on avait soumis, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qu'on avait soumis à référer, soumis à une revue, apparaît un autre papier, le mois suivant, Science Advance, autre revue fancy, qui dit, alors là, ce n'est pas des géologues, ce sont en gros des modélisateurs qui vont faire des modèles de... Bon, c'est un papier très confus, donc on pense qu'ils font des GCM, c'est-à-dire des modèles de circulation atmosphérique, qui font un calcul très sérieux, et puis ils vont comparer aux données, et en gros ils disent il y a eu aussi arrêt de la rotation de la Terre pendant une période, et voici leur courbe. En fait, voici la courbe de leur modèle. Mais leur modèle, quand on regarde de près, on voit que ce n'est pas vraiment complètement le résultat du GCM, c'est plutôt le résultat d'un ajustement avec un modèle empirique qui a été, enfin pas empirique, mais dérivé du modèle de Webb, auquel ils ont rajouté 16 paramètres pour arriver à coller aux données géologiques, encore la volonté de coller aux données géologiques qui existaient. Et si on regarde ce que sont ces données géologiques, eh bien, encore une fois, ce sont ces données de stromatolites de Panella. Mais vous voyez, il passe dans ces données de stromatolites de Panella, que je vous ai dit tout de suite, je vous ai expliqué que c'était très, très discutable, ces données, mais il ne passe pas par ces données ici, issues des travaux récents à 2,4 milliards, parce qu'ils ne connaissaient pas les données. Hein, vous voyez, là, ils sont très loin de ça. Et ça, c'est le travail fait par Mohamed sur les marées thermiques atmosphériques. Travail analytique très complet. Justement, à qui les revues ont dit, un des référés a dit, mais votre modèle doit être faux, puisqu'il y a 2 papiers dans Nature Geoscience et Science Advance qui disent le contraire. Hein, on n'a pas toujours... Le système, je ne vais pas cracher sur le système de référing. Je pense que c'est comme la démocratie. Hein. Il y a sans doute des problèmes, mais on n'a pas de meilleur modèle. Mais des fois, il y a des petites variations par rapport à la normale, des petits glitches, quoi. Et là, c'en est un. Le référé nous dit « Ah, mais ce que vous dites est... » Parce que montre ce papier, là? Je ne vais pas vous le détailler trop en détail, mais il dit en gros qu'après l'analyse complète, analytique, des marées thermiques atmosphériques dans le passé, l'analyse de la résonance de Lamb, la conclusion est que l'amplitude de la résonance de Lamb n'a jamais été suffisante pour contrebalancer les marées solides et océaniques. Donc on n'a jamais pu être dans cette résonance.
Donc on n'a jamais pu bloquer la rotation de la Terre. Que dit le référé? Donc le référé nous dit « Ah oui, mais comme ces deux revues disent le contraire ». Bon, je vous ai montré un peu comment on l'a démoli et que ces deux revues, ces deux papiers se reposent tous sur ces données de stromatolites hautement contestables. Qu'est-ce qu'on dit? Alors en plus, le référé nous dit « Ah oui, mais ce que vous faites, c'est... Pourquoi vous n'avez pas parlé de ces deux papiers ?» Alors on lui répond très gentiment, on n'a pas parlé de ces deux papiers parce que nous avons soumis notre article le 11 juin et le premier de ces deux papiers est paru le 12 juin. Mais loin de nous l'idée d'éluder la discussion et la comparaison avec ces deux papiers, tellement loin de nous qu'on a fait un papier complet sur la discussion de ces papiers. Et ce papier, disponible sur Archive, vous pouvez le regarder sans problème. Référé pas content non plus en disant « Ah oui, mais si vous le publiez sur une autre revue, je ne pourrai pas, en gros, vous empêcher de le publier. » C'est à peu près ça. Bon, on va passer les détails. Et tout a été publié quand même. Hein. C'est pas de... Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, ça, c'est le paramètre de l'efficacité de l'absorption de l'atmosphère. Ici, c'est le paramètre, au contraire, du transfert radiatif de l'atmosphère, donc comment elle se refroidit. Et en gros, pour arriver à avoir la résonance de Lamb suffisamment grande, il faut qu'on dépasse cette valeur-là, qui est ici en pointillé, et les contraintes qu'on connaît sur la valeur de l'atmosphère fait qu'on sera toujours là-dedans. Donc on ne sera jamais à cette valeur-là. Donc ça, c'était l'été dernier. Maintenant, cet été, il y a à peine un mois, paraît là un travail très complet sur l'analyse de cette résonance de Lamb par des collègues américains, enfin pas des collègues américains, des collègues, je ne sais plus de quel pays, c'est pas hollandais, mais par des collègues, Russell Dietrich et Colin Goldblatt. Ils analysent alors là, cette fois-ci, avec un modèle très complet, avec un vrai GCM, ils analysent cette résonance de Lamb. Le but principal de leur papier n'était pas de regarder ce problème de blocage en résonance de la rotation de la Terre. Leur but était de dire que pendant cette période où on a cette augmentation des marées thermiques atmosphériques, la température de la planète pouvait être quelques degrés de plus. Ça, c'est l'objectif principal du papier. Mais comme ils analysent l'amplitude de cette résonance, ils peuvent aussi en déduire quelque chose sur le problème qui nous préoccupe, qui est de savoir est-ce que cette résonance était suffisante pour contrebalancer la rotation de la Terre, enfin la dissipation de marée pour la rotation de la Terre. Voici leurs résultats. Leurs résultats, donc ça, vous voyez, c'est suivant la vitesse de rotation de la Terre, l'amplitude, ça c'est cette résonance. Quelle est l'amplitude de la résonance? Ici, elle est de 350 et il nous faut 2770 pascal pour contrebalancer la dissipation de marée océanique. Alors, normalement, beaucoup de gens savent que 350, c'est plus petit que 2700. D'ailleurs, c'est ce que concluent les auteurs. Ils disent une amplification de plus de 7 est nécessaire pour l'équilibre. Nos simulations montrent un accroissement de seulement 1,5. Au vu de ça, quelle devrait être la conclusion des auteurs? Ça devrait être de dire
qu'il n'est pas possible de bloquer la Terre en résonance. Mais alors là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Les auteurs ici, avec leur analyse tout à fait correcte, tout à fait détaillée, tout à fait solide, concluent ceci. Et dans leur conclusion, ils écrivent le contraire. Dans leur conclusion, ils écrivent « Les modèles récents suggèrent que ce scénario de blocage est le plus probable ». Alors là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, on se dit « mais ils sont schizophrènes ». En fait, on ne comprend plus rien si on ne connaît pas comment marchent justement les mécanismes de referring dans les papiers des fois. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Les auteurs, ici, avaient comme objectif de montrer l'augmentation de la température de 4 degrés pendant cette période de résonance. C'était l'objectif principal de leur papier, et cet objectif, il était bien montré et méritait la publication donc, dans Nature Geoscience. Ils ont cette conclusion complémentaire qui aurait été dit, en fait la conclusion normale aurait été dû dire que le blocage en résonance du fait de leurs calculs est impossible et qu'il conforte tous les calculs que nous on avait faits par ailleurs de manière analytique. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils ont dû avoir un référé qui leur a dit « Non, c'est pas possible d'écrire ça, vous ne pouvez pas écrire ça », et ils ont dû finir par plus savoir trop ce qu'ils faisaient et adopter l'écriture d'une phrase comme ça. Alors vous allez me dire, mais comment je sais ça ? Je sais ça parce que je sais un peu comment fonctionne ce type de mécanisme. Là, on est vraiment extrêmement surpris, sachant que là, on voit bien que l'amplitude de la résonance de Lamb n'est pas assez grande. Et comment je sais ça ? Tout simplement parce qu'après, on a écrit aux auteurs, on leur a dit, mais c'est pas possible ce que vous écrivez. Et en fait, on leur a proposé d'écrire un erratum. Et effectivement, ils ont reconnu leur erreur. Ils ont reconnu, en gros, que, mais bon, je ne vais pas en discuter là, qu'il y avait eu quand même quelques cafouillages dans les révisions successives du papier, et ils ont fait publier un erratum qui a été publié, je vous voyez, très récemment, le 25 juillet, qui se conclut comme ça. Ces difficultés liées au verrouillage en résonance avaient été prédites dans l'étude théorique de Farhat et al. 2024. Nos résultats sont cohérents avec leurs prédictions en ce qui concerne l'intensité, le timing, la structure et la symétrie du champ d'anomalie de pression près de la résonance de Lamb. Donc, vous voyez que tout rentre un peu dans l'ordre, à part ce petit cafouillage. Et s'il fallait encore rajouter de l'eau au moulin, je vais vous montrer un résultat qui est paru cette semaine dans Science Advance, à nouveau. C'est publié le 2 août. Et là, c'est un papier de géologie avec des données supplémentaires, ici, en rouge. Ces données sont des données aussi de cyclostratigraphie, c'est-à-dire l'analyse des sédiments pour retrouver la période de précession de l'axe de la Terre et en déduire du coup la distance Terre-Lune. Et là, on a cette vitesse de précession. Donc là, on a toujours ici en bleu la courbe du modèle qu'on a publié, donc le modèle Farhat et al. 2022. Et vous voyez que ces données vont plutôt dans le sens de cette courbe et on n'a pas du tout de plateau comme il y aurait dû y avoir ici à entre 1 milliard et 2 milliards d'années. Et les conclusions du papier, cette fois-ci, sont « Nous n'observons pas d'indice de verrouillage de la durée du jour au protérozoïque. De plus, que ce soit le taux de précession, la distance Terre-Lune, la durée du jour terrestre et l'obliquité axiale, nos résultats sont pleinement cohérents avec le modèle Farhat et al. 2022. » Donc vous voyez qu'il s'est passé pas mal de choses, même la semaine dernière et dans l'année passée. Et ce sera ma dernière
slide, avec ici une vue de la Terre il y a 3 milliards d'années. Hein. Et j'ai comme ça plein de temps pour les questions.